Bonjour et bienvenue sur le site du podcast Histoire en série, créé et animé par Nicolas Charles et Johan Chanoir. Au programme, une analyse des séries d'hier, d'aujourd'hui et de demain par les spécialistes des questions mobilisées par nos shows préférés. Histoire en série, c'est le podcast qui met en relation histoire, sciences humaines et séries. Bonjour à tous, bienvenue dans Histoire en série. Histoire en série, vous l'avez compris, depuis ce mois de décembre 2021 et pour tout le mois quasiment, on est en mode Game of Thrones. On a invité tous les spécialistes francophones à venir évoquer cette série culte, cette série mythique avec nous. Et aujourd'hui, on va parler avec Thierry Soulard qui est avec nous. Bonjour Thierry. Bonjour. Alors, on va parler avec vous, Thierry, je disais, de la notion de l'histoire. Comment est-ce que la notion d'histoire est mobilisée dans la série Game of Thrones? Mais on parlera aussi beaucoup, parce que c'est votre spécialité, Thierry, aussi, hein, vous avez travaillé dessus, de l'œuvre de Martin, notamment. Donc, je vais peut-être vous présenter pour commencer. Vous êtes journaliste, producteur de contenu et écrivain. Hein. Vous avez publié plusieurs nouvelles et novellas chez divers éditeurs, ainsi que 2 essais littéraires consacrés au Trône de Fer et à la série Game of Thrones. Alors, le premier, c'est Les Mystères du Trône de Fer, les mots sont du vent, paru en 2019 aux éditions Pygmalion, où vous analysez le style littéraire de George R.R. Martin et la façon dont il cache les indices sous des jeux de mots. Le deuxième, on l'a déjà évoqué puisqu'elle est déjà intervenue dans l'émission avec Aurélie Passy. Vous avez fait paraître Les Mystères du Trône de Fer, la clarté de l'histoire, la brume des légendes, en 2021, toujours aux éditions Pygmalion, où vous vous intéressez au rapport de Martin, entretien avec l'histoire, aux influences historiques dont il a parsemé son œuvre. Ces 2 ouvrages ont reçu un label de qualité, on va dire comme ça, Thierry, c'est la validation de la Garde de Nuit, c'est-à-dire la principale association francophone de fans de l'œuvre de Martin, la Garde de Nuit qui est partenaire de notre série d'émissions et dont des membres interviendront aussi, notamment pour faire une émission sur les fans de la série. Alors, pour commencer peut-être ensemble aujourd'hui, Thierry, ce qui est avec nous, cette notion d'histoire dans la série, mais aussi dans l'œuvre de Martin, c'est justement très intéressant d'avoir votre point de vue parce que c'est vrai, vous me l'avez dit quand on préparait, vous n'êtes pas historien, mais vous avez quand même mobilisé et étudié comment est-ce qu'il fait l'histoire. Alors, peut-être pour commencer, dites-nous comment Martin rencontre l'histoire, hein, parce que c'est quelqu'un qui, fondamentalement, est un vrai fan d'histoire. Tout à fait. Alors oui, en fait, on va parler beaucoup des livres, mais comme les livres sont le support de base de la série, on va forcément parler de la série à travers ça. Donc même si je parle du Trône de Fer, souvent je vais parler des livres, mais les fans de la série vont s'y retrouver totalement parce qu'une bonne partie des événements et des personnages sont les mêmes.
Pour répondre à votre question, donc George Martin, il se définit lui-même comme un fan d'histoire, mais il n'a pas une formation d'historien. C'est un fan d'histoire qui est non professionnel. C'est quelqu'un en fait ce qui se rapproche le plus dans son cursus d'une formation en histoire. C'est une option qu'il avait prise quand il était étudiant en journalisme sur la Scandinavie et dans laquelle il étudiait notamment l'histoire et la littérature de la Scandinavie. Mais à part ça, il n'a pas du tout de cursus d'historien, de diplôme universitaire qui font qu'il sait manier les matériaux historiques et qu'il sait comment traiter l'histoire d'un point de vue d'historien. Mais lui, ce qu'il aime en fait, c'est l'histoire vraiment émotionnelle. Ce qui lui plaît, c'est ce que l'histoire véhicule en termes d'émotion, en termes de vibration, ce que l'histoire raconte et la façon dont elle peut être reliée au présent à travers des grands personnages, à travers des lieux, enfin des grands événements, des complots, des passions qui sont les mêmes qu'on soit en 2021 ou en 1500 ou en 990. Du coup, c'est vraiment ça que George Martin aime dans l'histoire à la base, c'est les histoires, c'est les personnages, les conflits, les passions. Et c'est là-dessus qu'il va fouiller à la recherche de différentes anecdotes, de différents personnages qui vont lui permettre de faire vivre ses fictions et qui vont lui permettre de s'inspirer totalement de choses réelles, mais de les transposer dans un univers totalement fictionnel pour avoir un peu la saveur de la réalité qui va infuser dans une histoire totalement inventée. Du coup, pour faire cela, en fait, qu'est-ce qu'il fait George Martin, à la base, c'est surtout un lecteur de fiction historique. Il a beaucoup de lectures à son actif, beaucoup de fiction très connues, donc des choses comme William Shakespeare, Alexandre Dumas, Arthur Conan Doyle, Walter Scott, des romanciers ou des écrivains qui ont utilisé le matériau historique pour faire des fictions. Il a aussi des auteurs plus récents, Maurice Druon, Thomas B. Costain, des gens qui sont déjà morts aujourd'hui, mais qui ont marqué d'une façon ou d'une autre la littérature relativement contemporaine. Et il a des auteurs très contemporains, des gens qui écrivent actuellement, dont les séries sont des succès, comme Cecilia Holland ou Nigel Tranter, Bernard Cornwell. Donc, des gens qui écrivent l'histoire de façon beaucoup plus moderne et écrivent des romans historiques de façon beaucoup plus moderne que ce qui se faisait il y a 20, 40 ou 50 ans. Donc ça, c'est sa première source à George Martin, sa première source sur l'histoire, c'est ses collègues historiens, ses collègues romanciers, excusez-moi. Mais il va plus loin que ça. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce que George Martin, c'est surtout un lecteur de popular history. Et là, il va falloir que je définisse un petit peu ce qu'est la popular history, parce que c'est un terme qui est quasiment inconnu en France. Et la popular history, c'est pas, comme on pourrait le traduire un petit peu vite fait, de l'histoire populaire au sens histoire du peuple, histoire des masses, histoire des populations. C'est de l'histoire vraiment populaire, c'est beaucoup plus une façon de présenter l'histoire pour la rendre populaire auprès de tout le monde. L'équivalent le plus parlant, c'est peut-être les documentaires télévisés qui vont faire des reproductions de scènes historiques, où on va avoir des scènes, des acteurs en costume qui vont rejouer des grandes scènes, et ça va être entrecoupé de commentaires d'historiens qui vont expliquer ce qui s'est passé. La popular history, bien souvent, c'est ça. C'est un mélange d'un discours direct d'historien assez neutre, assez factuel. Et de temps en temps, vous avez des morceaux de romans, de fiction qui surgissent où enfin, l'auteur qui écrit le livre lâche sa plume et se met à décrire l'ambiance, à décrire l'état d'esprit de tel roi ou de telle princesse ou de tel personnage auquel il s'intéresse. Il sort totalement de la neutralité, il sort totalement du factuel
pour essayer d'imaginer ce que cette personne pensait à ce moment-là, quelle était l'ambiance à ce moment-là. Et on se rapproche beaucoup plus vraiment du roman historique. Et ça, c'est vraiment quelque chose que George Martin apprécie beaucoup. Il aime beaucoup ces ouvrages qui sont ni des romans ni des essais, mais qui prennent un peu le meilleur des deux pour rendre très abordable des faits et des périodes historiques, tout en gardant un certain sérieux sur le fond. Donc c'est ça principalement que George Martin va lire, beaucoup plus que des articles universitaires ou des ouvrages d'historiens purs qui vont vraiment s'attacher à parler d'histoire. George Martin, il va toujours avoir ce côté romancier dans son approche de l'histoire, en fait. Il va également, de temps en temps, quand même, aller chercher des détails historiques très précis. Et pour ça, il va aller chercher, par exemple, pour se renseigner sur les combats à l'épée, il va aller chercher dans des manuels d'escrime d'époque pour se renseigner sur les costumes, à quoi ressemblent les costumes de telle ou telle époque. Il va aller chercher chez des éditeurs spécialisés qui font des reproductions en costume de telle ou telle époque avec des photos de personnes, enfin d'acteurs en costume de telle ou telle époque. Parce qu'il a quand même ce souci du détail pour vraiment, il a ce souci de mettre des détails historiques qui font toute la saveur et qui donnent cette saveur historique à son œuvre. Mais si on reste sur l'histoire, ce qu'on peut voir, c'est que souvent, il va avoir une historiographie datée quand il va essayer de parler d'histoire. Il va vraiment aller chercher des choses qui vont être beaucoup plus des clichés, des choses qui ont été un petit peu débunkées par les historiens modernes, parce que les clichés font des meilleures histoires que la réalité parfois. Et donc, il va pas, soit il ignore les dernières avancées historiques, soit tout simplement il décide de faire l'impasse dessus parce qu'il préfère ce qui se disait avant sur l'histoire ou la pseudo-histoire, l'histoire décorée d'anecdotes, même si ces anecdotes sont parfois très discutables, plutôt que l'histoire pure et dure et l'histoire d'historien, en fait. Donc, il va comme ça avoir des, une approche de l'histoire qui va varier selon les jours, selon les moments, selon ce qu'il a envie de faire, très concrètement. Il va faire de l'histoire bataille, il va faire de l'histoire grand homme, donc des approches historiques assez passées aujourd'hui pour les historiens. Il va faire de l'histoire politique en faisant des choix politiques, justement. Pour cela, il va avoir un prisme de raconter les choses toujours sous le prisme des grands hommes et des choix politiques qu'ils font, beaucoup plus que sous le prisme des gens du commun, des ouvriers, des artisans, des agriculteurs ou autres. Et voilà, on a au final une fiction de fantaisie qui se revendique souvent d'un réalisme historique, mais qui va avoir une approche de ce matériau historique qui va vraiment être totalement différente d'un jour à l'autre, d'un chapitre à l'autre et d'un sujet à l'autre. Thierry Soulard, vous avez dit en introduction, et ce fait-là est, je pense, fondamental pour comprendre l'œuvre de George Martin, c'est l'idée que Martin, c'est avant tout un romancier et non pas un historien. Et on le voit dans sa façon d'écrire, et c'est repris d'ailleurs dans la série, l'idée que finalement, quand il doit choisir, Martin, entre le réalisme historique, j'allais dire, et puis l'efficacité de la narration, on voit que c'est le romancier qui reprend le dessus. Tout à fait. C'est quelque chose qu'il ne faut vraiment pas oublier, même si l'approche historique de l'œuvre enfin, les historiens se sont beaucoup intéressés à l'œuvre de George R. Martin pour différentes raisons, parce que la série Game of Thrones a permis quelque part d'être une porte d'entrée dans l'histoire. Les gens qui ne s'intéressaient pas à l'histoire ont commencé à s'intéresser à l'histoire grâce à la série et grâce au livre, parce qu'ils se rendaient compte que cette fantaisie
très réaliste, très cohérente, est en fait une bonne porte d'entrée vers l'histoire et que l'histoire peut être passionnante quand elle est bien racontée. Mais voilà, si George Martin, c'est avant tout un écrivain et c'est avant tout un écrivain de fantasy. C'est même pas un écrivain historique. Et il ne faut pas l'oublier quand on parle du rapport que le Trône de Fer et Game of Thrones entretiennent avec l'histoire. C'est qu'on est avant tout sur un monde de fantasy. C'est George Martin qui en décide les règles et que George Martin, il fait avant tout une histoire qui a pour but d'être entraînante et divertissante. Il n'est pas du tout là pour faire quelque chose qui soit réaliste historiquement du point de vue des historiens, qui soit pour faire quelque chose qui fasse plaisir quelque part aux gens qui travaillent sur l'histoire. Il est là pour faire plaisir à ses lecteurs qui ont envie de situations divertissantes, de personnages qui les entraînent, de mystères qui les font réfléchir. Donc, George Martin, c'est vraiment un romancier quand il va devoir sacrifier quelque chose entre ce qu'on peut appeler de façon un petit peu abusive le réalisme historique ou l'efficacité narrative, il va toujours choisir l'efficacité narrative. Ce qu'il va faire, en fait, c'est euh, de l'histoire va d'abord être un décor. Il va réutiliser des, euh, des bouts de bâtiments, des bouts d'équipements, des bateaux, des châteaux, des pyramides, des épées, voilà, du matériel en fait qui forcément évoque des périodes historiques à tout le monde. Mais là-dedans, il va tout mélanger. Ça ne le dérange absolument pas de mettre des éléments Renaissance à côté d'éléments de l'Antiquité parce que ça passe très bien ensemble et que lui, il n'est pas là pour cloisonner et pour ne pas faire des anachronismes. On ne peut même pas parler d'anachronisme quand il mélange parce qu'il n'est pas dans l'histoire. Mais lui, ça ne le dérange absolument pas de mélanger des éléments qui viennent d'époques totalement différentes. Et il va, euh, il va faire vraiment de l'histoire une utilisation narrative. Il va reprendre des situations qui parlent à tout le monde, il va reprendre parfois des anecdotes que tout le monde connaît plus ou moins, mais il va les repeindre d'une autre façon pour que tout le monde soit en terrain connu, mais qu'en même temps, il puisse surprendre son lecteur. Et c'est ce qui se passe aussi dans la série, du coup. Donc, voilà, il va vraiment décider de faire des choses en fonction de ce dont il a besoin. Un bon exemple à ce niveau-là, c'est la façon dont il va traiter les armées et les châteaux. Si on regarde, les armées dans Game of Thrones sont assez réalistes. Par contre, les châteaux ne le sont pas du tout. Et ils revendiquent totalement l'un comme l'autre. Les armées ont des tailles réalistes par rapport à beaucoup d'autres ouvrages de fantasy où il y a des armées de 100 000, 200 000 personnes, des batailles rangées qui vont opposer des peuples entiers, voilà, des choses totalement aberrantes d'un simple point de vue de réalisme, de logistique. George Martin, lui, justement, ça ne lui plaît pas. Il va prévoir dans ses déplacements d'armée qu'il faut un ravitaillement, qu'il faut une logistique, qu'il faut déjà lever l'armée, donc qu'il n'y a pas forcément une armée de métier dans son univers, donc il va falloir transformer des paysans et des artisans en soldats le temps d'une campagne. Il va falloir que ces gens viennent de leur village reculé jusqu'à la capitale pour former l'host et qu'ensuite cet host se déplace là où il y a la bataille. Ça va prendre des semaines, des mois, ça va être très compliqué d'un point de vue logistique. Et à la fin, ils vont être 10 000, 20 000 peut-être, mais ils vont pas être 100 000. Quoi. Si une grosse armée dans Game of Thrones, dans le Trône de Fer, c'est 20 000 personnes. Et ça, c'est relativement réaliste. Par contre, cette armée de 20 000 personnes, il ne va pas hésiter à lui faire assiéger un château qui est totalement irréaliste, qui est totalement démesuré dans ses proportions, qui est situé dans un lieu totalement inaccessible,
qui a une histoire de plusieurs milliers d'années, des bâtiments qui ont une histoire de plusieurs milliers d'années et qui sont toujours utilisés comme à l'époque de leur construction et qui ont très peu évolué depuis. Ça n'existe pas dans notre monde. Chez George Martin, Winterfell, le château des Stark, il a 8000 ans. Il y a des bouts de châteaux assez différents dedans, mais ça fait 8000 ans que la même famille, les Stark, tient ce château et que ce château est debout, qui sert les mêmes fonctions de château fort et de palais, entre guillemets, des Stark. Donc, on a, voilà, chez George Martin, cette dichotomie un peu sur certains détails, il va vouloir faire du réalisme, il va vouloir avoir une cohérence, et sur d'autres, il va dire, ah non, là, je fais de la fantaisie, et j'assume totalement le fait que je fais de la fantaisie et que je veux avoir des choses totalement irréalistes et qui sont là pour faire de l'esbrouf, pour faire de belles images en série télé, pour faire travailler l'imagination de mes lecteurs, mais pas du tout pour être réaliste. On est voilà, dans de la fantaisie pure et dure sur certains aspects, et dans des choses beaucoup plus réalistes sur d'autres. Du coup, voilà, on a au final une saga qui va être historique, réaliste historiquement pour certains aspects, et le marketing autour de la série télé a été pas mal orienté là-dessus d'ailleurs, pour essayer d'attirer des gens qui disaient non, moi la fantaisie, ça ne m'intéresse pas, c'est quelque chose pour les enfants, ou c'est de la littérature de genre à la base, moi je ne m'intéresse qu'à la littérature réaliste, et à la littérature historique. Donc, il y a eu cet aspect de vouloir souligner, pousser le trait pour que pour que Game of Thrones et le Trône de Fer soient perçus comme une histoire plutôt réaliste historiquement. Mais en même temps, on a des châteaux démesurés, des dragons, un petit peu de magie, même si on en a moins que dans beaucoup d'œuvres de fantasy. Donc voilà, on reste totalement dans une histoire de fantasy. Et le terme réalisme historique qui est souvent mis en avant est en fait assez inadéquat. C'est là-dessus qu'il faut le garder en tête. On peut assez facilement se fâcher sur ce terme parce que en fait, c'est un terme qui ne couvre qu'une partie de la réalité qu'on essaie d'évoquer. Ce serait peut-être plus juste parfois de parler de cohérence ou d'histoire vraisemblable, c'est-à-dire une histoire qui se détache de certains canons de high fantasy, un peu à la Tolkien ou dans les jeux de rôle ou dans d'autres histoires de fantasy où on a des centaines de dragons et des, des bâtiments qui vont défier l'imagination et des pouvoirs magiques démesurés et des dieux qui vont marcher sur sur les terres des mortels et autres. Là, dans le Trône de Fer, on a des humains qui restent des humains, qui vont agir comme des humains avec des passions d'humains. Ils vont être ils vont devoir faire avec leurs contraintes physiques, avec leurs contraintes émotionnelles et leurs passions d'humains. Et de temps en temps, il va y avoir un petit peu de magie pour épicer tout ça. Mais voilà, ils vont agir plus ou moins comme des chevaliers du Moyen Âge ou comme des gens qui vivraient à l'Antiquité parfois ou autres. Mais il va falloir en même temps que le lecteur ou le téléspectateur de l'an 2020 se retrouvent dans ces personnages. Donc, ils vont quand même avoir des passions et des objectifs et des motivations de personnages du 21e siècle. Donc voilà, il y a chez George Martin toujours cette volonté d'amener du réalisme historique, mais en même temps de ne pas oublier qu'il fait une histoire et qu'il va falloir que cette histoire soit intéressante. Donc, il va aller chercher beaucoup plus une cohérence, une vraisemblabilité, beaucoup plus qu'un réalisme historique pur et dur qui ferait plaisir aux historiens avant tout, mais qui perdrait totalement les lecteurs et spectateurs modernes.
Quand on regarde Thierry Soulard, le Trône de Fer dans Game of Thrones, la série, hein, quand on lit les romans aussi, on se rend compte que l'histoire est mobilisée partout, qu'on utilise quasiment la période historique, on va dire, de la préhistoire jusque à la fin du Moyen Âge, voire au début de l'époque moderne. On a là, comme ça, tout un champ de l'histoire qui est mobilisé et qui est aussi visible en même temps, à travers les différents continents, que ce soit Essos, on a vu avec Aurélie Passy, hein, les nombreux rappels de l'Antiquité, un Westeros qui fait un peu plus penser au Moyen-Âge, on a au nord du mur, on serait plus sur quasiment une période presque préhistorique, on pourrait dire. Totalement. Donc on voit que l'histoire est partout. Totalement. L'histoire est partout et les différentes périodes historiques sont partout, avec justement, comme vous le disiez, une localisation historique différente selon les zones géographiques. On a en fait, si on regarde le continent de Westeros, euh, quasiment une timeline qui va se dérouler du nord au sud. C'est-à-dire que tout au nord du mur, on a de la préhistoire. On a des mammouths. On a, alors dans la série télé, c'est des géants, vraiment, c'est des hommes géants habillés avec un faciès un petit peu plus buriné, un peu plus sauvage que des hommes, mais ça reste des hommes géants. Dans les livres, c'est beaucoup plus ce qui s'appelle des géants, c'est beaucoup plus des espèces de singes du type Yeti ou voilà, les singes géants qu'on avait à la préhistoire. On a des hommes des cavernes dans les livres, on a des habitats en pierre, en os, des outils en pierre, en os. Au nord du mur, ils n'ont quasiment pas de métal. Le rare métal qu'ils ont, c'est du métal qu'ils vont voler au sud du mur. Donc voilà, on a vraiment, sur tout le nord du mur, une société qui se rapproche beaucoup plus de la préhistoire et qui est décrite comme telle par George Martin à différents niveaux. On va avoir ensuite de l'âge de bronze qui va arriver là-dedans avec une enclave de la vallée des Tênes dans les livres qui est le seul endroit où ils maîtrisent le bronze. Puis on va se rapprocher du mur et le mur fait une frontière en fait entre différents mondes, entre ce monde préhistorique et le monde au sud du mur, donc qui est le nord des sept couronnes, où on arrive vers quelque chose qui se rapproche beaucoup plus de l'ère celtique, en fait, avec, avec les enfants de la forêt qui quelque part, se rapprochent beaucoup plus de ce qu'on va trouver dans l'imaginaire celtique, notamment dans la série, où on a des pierres levées, où on a des sacrifices humains, on les a aussi dans le livre d'ailleurs, on a des sacrifices humains avec des serpes, on a des espèces d'images d'Astérix avec des druides qui ressortent, des choses comme ça, quoi. Voilà, on arrive vers quelque chose d'un petit peu plus récent. Ensuite, on va continuer à aller vers le nord, on va arriver vers le bas Moyen-Âge, les Stark, le royaume des Stark, en fait, c'est quelque part le bas Moyen-Âge. On va avoir des châteaux qui vont être en fait des modes féodales pour certains et qui vont vraiment être décrits comme les premières modes féodales. On va avoir des équipements qui vont être des côtes de mailles, des pièces d'armure qui vont être beaucoup plus typées bas Moyen-Âge. Plus on continue vers le sud, on va arriver vers le Conflent, l'ouest, l'est, la capitale, Port-Réal. On va évoluer peu à peu comme ça dans le Moyen-Âge, on va aller vers des choses un petit peu plus récentes. On va continuer comme ça jusqu'à Dorne, où Dorne, c'est à l'Andalouse, l'Espagne andalouse, la Reconquista. On est sur des choses où voilà, on a encore franchi quelques siècles. Si on fait un petit pas de côté sur les îles de fer, on va arriver en fait sur tout l'imaginaire viking, donc toute la période viking qui est avant ça. Et là, on va avoir vraiment sur les îles de fer, avec les Ferney, les Greyjoy, tout un univers viking qui va se déployer avec des bateaux qui sont
décrits comme étant des snakehards, en fait, des traquards, pour parler un petit peu abusivement, avec des mœurs, des coutumes qui se rapprochent, enfin, qui sont très inspirées de ce qui se fait chez les Vikings, avec des dieux qui en sont inspirés aussi. Les Vikings ont le dieu pendu, les Fernés ont le dieu noyé. Voilà, il y a à tous les niveaux, mais qui vont également être mélangés. Si je reste par exemple sur le dieu des Fernés, il se rapproche par certains morceaux de la mythologie viking, mais il va aussi aller chercher tout simplement dans la mythologie chrétienne. Il va y avoir comme ça aussi là, j'étais sur Westeros. Si on va à Essos, alors je vais pas trop parler d'Antiquité parce que Aurélie Paci, qui a écrit le livre avec moi, est spécialiste du sujet. Je voudrais pas dire de bêtises et je pense qu'elle évoque largement le sujet dans ses émissions. Mais voilà, on a sur le continent d'Essos quelque chose qui est beaucoup plus proche de l'Antiquité et des antiquités, des différentes antiquités romaines, grecques, babyloniennes, mésopotamiennes et autres. Et on a des petites enclaves qui sont les cités libres, qui vont, elles, être souvent beaucoup plus proches d'un mélange d'antiquité et de Renaissance. Bravos, par exemple, qu'on voit dans la série. À Bravos, vous avez à la fois le Colosse, qui est évidemment très inspiré du Colosse de Rhodes, et des canaux qui sont les canaux de Venise, de la République de Venise et de la Venise que l'on connaît tous encore aujourd'hui. Dans les livres, Bravo, c'est une cité qui est également très orientée quelque part commedia dell'arte, avec du théâtre, très orienté carnaval, avec des gens masqués, avec un grand carnaval dans les rues qui dure une semaine, avec voilà, beaucoup de choses beaucoup de marqueurs qui vont être beaucoup plus Renaissance. Donc voilà, Georges Martin, il va pas hésiter à mélanger comme ça des choses très différentes. Ça va être pareil pour d'autres cités libres, où parfois il va aller chercher des éléments de l'imaginaire des pirates, de l'âge d'or des pirates. Parfois il va aller chercher des éléments de l'Italie, de la Renaissance. Il va aller à Florence, il va prendre la Banque des Médicis, il va prendre les personnages des Médicis, il va les renommer différemment et il va il va en faire ses propres personnages, parfois de façon très transparente. Les, merde, comment Médicis, Médicis et Lys sont très liés, notamment si on regarde Laurent de Médicis de Florence et Lysandro, voilà, c'est le nom que je cherchais, Lysandro de Lys. En fait, voilà, on a Lysandro de Lys, c'était le personnage imaginé dans cette cité imaginaire qui est banquier et qui est un banquier très puissant qui devient dirigeant de la cité. Et on a Laurent de Médicis de Florence. Donc on a la même typologie dans le prénom et dans le nom de la ville que l'on retrouve à chaque fois, qui est un banquier qui dirige sa cité. Donc voilà, on a comme ça plein de petits clins d'œil à des personnages que l'on va retrouver chez George Martin à tous les niveaux. Il va vraiment piller plein de choses. Il va faire des emprunts qui vont être flagrants et assumés parfois. S'il parle de la guerre des deux roses, par exemple, il assume totalement que les Stark et les Lannister sont inspirés des York et des Lancaster et que certains de ces personnages sont tel roi quand il était jeune, ou tel roi sur la fin de sa vie, ou tel personnage féminin. Et parfois, il va avoir des emprunts qui sont pas forcément cachés, ou c'est pas qu'il les assume pas, c'est parfois simplement il a jamais eu l'occasion de les évoquer. Mais si on prend par exemple la généalogie de la principale famille des Ferney, les Greyjoy, Théon Greyjoy a plusieurs oncles qui, en fait,
reprennent totalement les archétypes des enfants de Ragnar Lothbrok, le personnage viking, le héros de la série Viking d'ailleurs, qui est un personnage un peu pseudo-historique ou à la frontière des légendes et de l'histoire. Et ces enfants derrière ça, on a un personnage surnommé Coude de Fer dans la réalité. On a un personnage surnommé le Capitaine de Fer chez George Martin. On a un œil de dragon dans la réalité avec un des enfants de Ragnar Lothbrok qui avait un défaut à l'œil, en fait, un espèce de défaut qui faisait que son œil, on avait l'impression de voir une espèce de petite forme de serpent ou de dragon dedans. Et on a le personnage d'œil de Chouka chez George Martin, qui est donc un personnage qui pour l'instant cache son œil sous un cache de pirate, mais non pas parce que son œil est crevé, mais probablement parce que son œil est comme ça d'une façon ou d'une autre différent, magique, ou qu'il essaye de le faire passer pour magique d'une façon ou d'une autre. On a comme ça toute la généalogie des enfants de Ragnar Lothbrok. Il y a par exemple le mystère des princes de la tour, qui est un mystère de l'histoire anglaise qui est très connu, où pendant la guerre des Deux Roses, pendant la fin de la guerre des Deux Roses, Richard d'York fait disparaître ou pas, justement, on ne sait pas trop, ses neveux, enfin, les neveux qui devaient être les héritiers légitimes selon certains du trône d'Angleterre, qui sont des enfants à ce moment-là, sont enfermés dans la tour de Londres et puis vont disparaître. Et on ne sait toujours pas aujourd'hui vraiment ce qui s'est passé, s'ils sont morts, s'ils ont été assassinés, s'ils sont morts de maladie, s'ils ont été évadés. Voilà. Il y a évidemment beaucoup de théories, les Anglais adorent ce mystère-là. George Martin adore ce mystère-là, et donc il va le réutiliser plusieurs fois. Il va le réutiliser quand Robert Baratheon prend le trône aux Targaryens une vingtaine d'années, une quinzaine d'années avant le début de la série. Il y a les enfants Targaryens, il y a 2 enfants Targaryens qui meurent à ce moment-là. Mais est-ce qu'ils sont vraiment morts ou pas, ou en tout cas est-ce que l'un des deux est mort ou a été échangé avec un autre enfant et revient plus tard dans la série ou dans les livres? C'est quelque chose qui met en place. On a un personnage comme ça qui revient, qui se prétend l'enfant disparu, mais est-ce que c'est vrai ou pas? C'est très difficile à prouver. Il va réutiliser encore ce motif-là quand il va faire disparaître les 2 enfants Stark que sont Bran et Rickon, en les faisant passer pour morts alors qu'ils ne sont pas morts. Theon Greyjoy va les perdre, en fait, il s'évade alors qu'il les avait emprisonnés. Et Theon Greyjoy, pour ne pas perdre la face et pour essayer de garder le contrôle de ses troupes, il va faire croire qu'en fait, il les a tués. Il va tuer 2 autres enfants à leur place pour avoir des cadavres. Et les 2 enfants se sont évadés. Donc là, George Martin réutilise encore ce mystère-là, qui est un mystère de la guerre des Deux Roses. Et il réutilise aussi le fait que derrière, ces enfants puissent revenir, mais que des usurpateurs puissent essayer de prendre leur place, avec les nombreux usurpateurs qui viennent à la fin de la guerre des Deux Roses en se faisant passer pour tel ou tel enfant disparu. Ça, George Martin adore le faire. Il va aussi le faire dans Feu et Sang, dans les chapitres qui vont servir de matériau à la future série qui sort l'année prochaine, du coup, House of the Dragon. On a dans les livres, dans les chapitres du livre dont cette série est inspirée, encore des histoires d'enfants disparus, d'usurpateurs qui revient et qui se fait passer pour le petit roi disparu. Voilà. Il y a tous ces mystères historiques, tous ces motifs historiques. George Martin ne va pas va pas hésiter à les réutiliser, enfin à les utiliser une fois et même à les réutiliser 2, 3, 4 fois de façon différente pour reproposer le même mystère avec des personnages différents, parce qu'il adore ça en fait. Il adore ces mystères historiques.
il adore ces anecdotes historiques hautes en couleurs et il ne va pas hésiter à les repeindre de 4 couleurs différentes et à les glisser dans 4 chapitres différents, simplement parce que ça marche à fond et que les lecteurs en redemandent. Si on vous suit, Thierry Soulard, on comprend bien effectivement que le monde de Martine, c'est un monde totalement imaginaire, mais où l'histoire est partout, et même avec des personnages qui sont des historiens, hein, je pense en partie, on le voit quand on est à Port-Réal, dans la tour, c'est vraiment les archimestres, par exemple, qui font figure de bibliothécaires et d'historiens. Tout à fait. Alors, les archimestres, on les trouve dans tous les châteaux euh, de, euh, de Westeros. Ils sont en fait formés, pas à Port-Réal, ils sont formés à Villevieille, où il y a la citadelle des maîtres, qui est l'école des maîtres. Donc, on a une école en fait qui forme des intellectuels dans différentes disciplines, médecine, siège, enfin, technique de siège, soins vétérinaires, beaucoup de choses différentes, mais notamment l'histoire est l'une des disciplines qu'ils vont étudier. Et ça permet une certaine mise en abîme, une certaine prise de recul à George Martin, parce qu'il a des personnages d'historiens dans son monde. Et que son monde a, du coup, une réelle densité historique, même au-delà, avant ces historiens. On a un monde qui a, en fait, voilà, si je reprends l'exemple du château des Stark, il a 8000 ans, mais c'est un château construit sur un château, construit sur un autre château. Il y a une ancienne tour qui est celle pour laquelle Bran tombe au début de l'histoire, qui est une tour qui est quasiment en ruine parce que justement c'était un vestige de l'ancien château qui n'est plus utilisé. Donc voilà, et ça va être comme ça pour tout. On va avoir des forêts qui vont pas être des forêts qui vont avoir 20 ans, on va avoir des forêts qui vont avoir 8000 ans, qui vont être quasiment impénétrables avec des arbres énormes dedans. On va avoir des légendes dans cet univers, on va avoir en fait un monde qui va avoir une partie de son histoire qui est connue et qui est enregistrée, qui est traçable. Et plus on recule dans le temps, plus on arrive sur des choses mythiques, légendaires, pseudo-historiques, des, des histoires où on a du mal à différencier le fait historique et le personnage historique du personnage légendaire. Il y a un personnage dans les livres qui est un personnage pas d'historien pour le coup, mais qui pourrait, un jeune homme qui pourrait devenir étudiant à la Citadelle des Maîtres, qui aime beaucoup lire, et qui dit que quand Jamie Lannister lui demande des précisions historiques sur l'histoire locale et lui demande quand est-ce que c'est arrivé, l'événement dont vous parlez, il lui répond, bah, selon certains, c'était il y a 4000 ans, selon d'autres, c'était il y a 8000 ans. Au bout d'un moment, l'histoire et les légendes se mélangent et la clarté de l'histoire cède le pas à la brume des légendes. Et ça, c'est vraiment une très belle formulation de George Martin pour montrer ce qu'il fait et la façon dont il construit l'histoire, parce qu'il a une vision de l'histoire qui va être ainsi faite que on a beau essayer de dire que l'histoire, que telle chose s'est passée ainsi, on, au final, on n'y était pas et on ne sait pas ce qui s'est passé. Donc voilà, il avait fait ça aussi. Je fais un petit aparté avant de reprendre reprendre ce que vous me demandiez, mais il avait fait ça, il avait commencé à écrire une histoire se passant vers 1900 à New York, un livre qu'il n'a jamais terminé, qui se serait appelé Black and White and Red All Over, qui était en fait sur l'histoire à la Jacques l'Éventreur qui viendrait à New York. Et du coup, il avait fait beaucoup de recherches historiques là-dessus, sur le New York de l'époque, sur les personnages de l'époque. Et ça l'avait marqué parce qu'il avait recherché le, des informations sur un bâtiment précis, qui était le siège social d'un journal. Et selon
certains historiens ou certains documents qu'ils trouvaient, le bâtiment faisait 20 étages, selon d'autres, il en faisait 23, selon d'autres, il en faisait 26. J'ai plus le nombre d'étages en tête, mais c'était ça l'idée. Il disait, voilà, ça l'a vraiment marqué, cette anecdote, parce qu'il disait, voilà, on parle de 1900 et quelques. On n'est pas sur l'an 1000 ou sur il y a 4000 ans. On est sur des choses qui datent de 100 ans. Et on est incapable de dire combien d'étages avait ce bâtiment. Donc, si on n'est pas capable de dire combien d'étages avait un bâtiment il y a 100 ans, ouais, qu'est-ce qu'on peut vraiment savoir sur Charlemagne ou sur les mystères historiques ou sur voilà, la façon dont les gens pensaient à telle ou telle époque ou pourquoi ils ont agi de telle manière sur tel événement historique. Voilà, ça c'est vraiment une des façons dont George Martin conçoit l'histoire. C'est-à-dire que l'histoire, elle est souvent floue et on a beau essayer de la rendre claire, elle va garder une part de mystère tout le temps. Et les historiens dans le monde du trône de fer, les historiens que sont les maîtres, ils vont être confrontés au même problème. En plus, eux, ils n'ont vraiment pas de chance parce qu'ils ont un monde qui a une part de magie là-dedans, même si on a aussi des intellectuels dans ce monde qui refusent totalement l'idée de magie, ou en tout cas qui disent que la magie a existé mais n'existe plus. Donc, les historiens du trône de fer se retrouvent à devoir faire leur travail d'historien, d'archiviste, de recherche, mais euh, sans savoir si vraiment leurs sources sont fiables, sans savoir pourquoi les gens ont fait ceci ou ont fait cela. Et du coup, voilà, on a vraiment, quand George Martin nous parle de l'histoire de son monde, des choses très différentes qui vont surgir et qui vont quelque part être très réalistes. On va avoir par exemple les 300 ans de règne des Targaryens qui vont être très bien documentés parce que c'est 300 ans de relative paix, on va dire. C'est 300 ans où justement les 7 royaumes sont unis. C'est 300 ans où les historiens peuvent travailler, faire leur travail et ils sont encouragés, et où il y a une administration qui va produire des documents. Et, donc, voilà. Et c'est une dynastie qui dure 300 ans. Donc, bon, quand on est sous le prisme de l'histoire bataille, histoire grands hommes, histoire des rois et des dynasties, ces 300 ans-là sont assez faciles si vous êtes un étudiant en histoire dans le monde du trône de fer. C'est assez facile de comprendre qui étaient les rois, jusqu'à quelle date précise ils ont régné, pourquoi il y a eu un changement de règne, et voilà. Par contre, avant ça, c'est un chaos total. C'est-à-dire que on a 12 000 ans avant ça de, de faits historiques, dates historiques, enfin de, d'événements historiques qui vont être totalement mélangés, qui parfois vont être totalement repris et changés à 4000 ans près. Certains historiens ne vont pas trop voir la différence. Il va y avoir les chanteurs aussi qui vont arriver par-dessus et qui vont faire un petit peu, c'est un peu le sketch du ménestrel dans le Camelot d'Alexandre Astier, où le chanteur, il n'est pas là pour faire de l'histoire ou de l'actualité, il est là pour faire une chanson qui rime, et donc et une chanson qui peut être aussi tire-larme ou drôle ou autre, et donc il ne va pas hésiter à changer les faits, à changer les lieux, à changer les noms des personnages ou autres pour produire son matériau artistique. Et même s'il s'inspire de l'histoire, du coup, l'histoire ne va pas être respectée et peu à peu, la chanson va devenir plus connue et plus importante que l'histoire et les faits historiques vont sombrer dans l'oubli et il va rester simplement la légende, la chanson qui en a été faite. Donc ça, c'est quelque chose que George Martin aime beaucoup faire, c'est perdre ses historiens face à des sources divergentes, face à des légendes, des rumeurs, des choses qui vont être trop belles pour être vraies, trop romanesques pour être vraies, et laisser quelque part le lecteur
dans un premier temps, décider si c'est vrai ou pas, mais aussi ces historiens, voilà, il va dans ses ouvrages écrits par des historiens, que Feu et Sang, son dernier ouvrage qui parle du monde du trône de fer, c'est un ouvrage qui est écrit par un historien, comme si cet historien, c'est un ouvrage in media res, où c'est comme si cet historien avait publié cet ouvrage dans le monde de Westeros, dans le monde du trône de fer, et que les gens qui s'habitent dans ce monde pouvaient le lire tel quel. Donc là, on a un historien qui, du coup, doit se débattre entre ses sources, entre les chanteurs et les traditions, et essayer de trouver le vrai du faux dans ce qu'il raconte sur son histoire des Targaryens, en l'occurrence, parce que c'est de ça qu'on parle. Pareil pour le monde The World of Ice and Fire, qui en français est le monde du trône de fer, je crois, qui est écrit par un autre historien, moins doué que celui que j'évoquais avant, qui va essayer de faire un livre d'histoire et de géographie, en fait, qui couvre 12 000 ans d'histoire, pour le coup, pas seulement les 300 ans que l'autre essaye de couvrir, mais là, il y a 12 000 ans, et qui va se retrouver à évoquer des légendes et des choses totalement aberrantes, parce que son approche de l'histoire va être un petit peu moins rigoureuse que celle de son aîné qui écrit l'autre livre qu'il a. Donc voilà, George Martin, il met des personnages d'historiens dans son monde, mais c'est pas pour autant que ça clarifie les choses. Au contraire, parfois, ça va apporter plus de questions que de réponses. Mais c'est ça qu'il adore faire, en fait, c'est questionner l'histoire. C'est avoir des personnages qui connaissent leur histoire, mais qui en même temps peuvent se tromper entre tel ou tel roi, comme nous, on peut se tromper. Voilà. Avoir des faits historiques qui vont être peu à peu transformés pour que tel personnage devienne un héros de chanson, alors qu'en fait, si on regarde concrètement ce qu'il a fait, c'était probablement quelqu'un d'horrible. Et questionner aussi ce que vont devenir ces personnages. La série fait ça dans sa dernière scène, en fait, quasiment. Tarly, qui est devenu maître et qui est devenu archimestre sur la fin de l'histoire, qui a écrit une histoire de la guerre qui vient de se passer. Et dans cette histoire, en fait, le personnage de Tyrion n'est même pas évoqué. Parce que, de son point de vue, en fait, il n'a rien fait d'important dans cette histoire-là. Ça, la série le fait comme ça, de façon un peu brutale. George Martin le fait de façon plus subtile, même s'il n'est pas encore arrivé à la fin de son histoire, lui, mais on le voit déjà, il a ces personnages de romans qui deviennent des personnages de chansons dans leur propre univers, ou des personnages de théâtre dans leur propre univers. Et la réalité de la pièce de théâtre qui est jouée est totalement différente de la réalité des faits que nous, lecteurs, on a pu lire quelques chapitres plus tôt. Mais voilà, George Martin aime beaucoup faire ça parce que là encore, il s'inspire de l'histoire. Et est-ce que Richard York Richard III était quelqu'un d'horrible ou était plutôt un bon roi? Les historiens débattent de ça depuis très longtemps. Et voilà, George Martin adore faire ça, adore mettre ça en scène. C'est la vision de l'histoire et qu'est-ce qu'on va laisser en fait comme souvenir et comme trace dans l'histoire auprès des gens dans 50 ans, 100 ans ou même 5 ans d'ici, et sur quoi on sera jugé et qu'est-ce qui fera qu'on deviendra des personnages historiques ou qu'on passera aux oubliettes de l'histoire. Merci Thierry Soulard pour cette présentation de l'histoire et de l'histoire à travers Game of Thrones. Donc on rappelle que vous avez justement, en parlant d'histoire, produit un ouvrage de référence avec Aurélie Passy aux éditions Pygmalion. Donc cet ouvrage que l'on a mis en bibliographie permettra à celles et ceux qui se posent des questions, qui voudraient aller plus loin sur cette notion d'histoire, sur comment justement George Martin parlait d'histoire. On vous renvoie vers l'ouvrage et puis qu'on retrouve
retrouve en bibliographie sur notre site internet, histoireensérie.com. Vous avez d'ailleurs fourni une bibliographie indicative relativement complète qui devrait permettre aux auditeurs et auditrices de trouver leur bonheur dedans. On se retrouve bientôt, Thierry, pour une nouvelle émission qui, ce coup-ci, on parlera plus d'histoire, mais de légende. Merci beaucoup, Thierry. À bientôt. À bientôt. Retrouvez-nous sur Twitter @Histoire en série pour connaître le programme à venir ainsi que des conseils bibliographiques. Travel logistically, such a beautiful planet populated by strangely animals. Endless on